situation. Xavier Bertrand, Daniel Simonet. Alors écoutez, vous pouvez, dans le jeu de balle-trappe qui est organisé, où on balance des noms, à chaque fois me demander de venir dans ce jeu de sauter à la corde, là, pour pouvoir réagir sur tous les noms qui sont donnés. Objectivement, tout ça est grotesque. Quel est l'objectif d'Emmanuel Macron? C'est surtout, on l'a bien compris, ne pas nommer Lucie Castel, ne pas tenir compte du résultat des élections législatives, parce qu'il ne veut pas que soit appliqué dans ce pays le programme du nouveau Front populaire. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait une augmentation des salaires, il ne veut pas qu'il y ait l'abrogation de la réforme des retraites. Et le MEDEF, finalement, tient le même discours que lui, qui est de dire, oulala, mais si on redistribuait les richesses dans ce pays, parce que c'est ça dont il s'agit, ça serait une catastrophe. Donc, pour les gens savent pertinemment que tous les noms qui seront proposés par Emmanuel Macron seront des propositions de Premier ministre qui n'augmenteront pas les salaires, le SMIC, l'indice des fonctionnaires, qui n'abrogeront pas la réforme des retraites, qui ne défendront pas les services publics. Donc même pour ça, attendez, même pour ça, vous dites Bernard Cazeneuve, il ne le fera pas tout ça. Augmenter les salaires, alors vous dites abroger la réforme des retraites, ou assouplir, ou modifier la réforme des retraites. Pour vous, tout ça, même avec Bernard Cazeneuve, ça n'existe pas. Mais parce que Macron ne le choisirait pas en définitive s'il n'en prenait pas l'engagement. D'ailleurs, regardez, juste un point, si vous me permettez. Juste sur ce point-là, parce que c'est important. La véritable information qui est sortie ce matin de l'Élysée, c'est que l'hypothèse Bernard Cazeneuve poserait, selon l'Élysée, un problème parce que Bernard Cazeneuve souhaiterait revenir d'une manière ou d'une autre sur la réforme des retraites. La seule information supplémentaire qu'on a ce matin, c'est pas que le nom de Xavier Bertrand revient sur le devant de la scène. C'est que l'hypothèse Cazeneuve pose un problème parce qu'il a sans doute déjà échangé avec le président de la République. Pardon Laurent, sur Xavier Bertrand, on a expliqué ces derniers jours que précisément parce qu'il y avait ce veto de Marine Le Pen, ce ne serait pas Xavier Bertrand. Donc si ça revient, mais alors justement, pour moi, c'est ça qui est très intéressant. C'est comment, dans sa façon de procéder, Emmanuel Macron devient complètement, j'aime pas tellement le terme otage, mais dans les mains, en fait, du Rassemblement national. Parce que, finalement, il y a deux cas de figure. S'il présente quelqu'un d'autre que la proposition du nouveau Front populaire arrivée en tête, il faut, pour éviter la censure, que le Rassemblement national ne vote pas la censure. Sinon, ce gouvernement tombe. Et comme Macron veut assumer, soi-disant, sa stabilité, comment faire en sorte que le Rassemblement national ne vote pas la censure? Donner des gages. C'est-à-dire faire une politique. Pardon, je vous lis dans une seconde. Charles Sapin n'a pas parlé. Je vous lis dans une seconde les messages des téléspectateurs. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas piqués des hannetons. Charles Sapin, pour expliquer aux téléspectateurs, comment est-ce que ce matin, on peut encore se retrouver avec Emmanuel Macron qui teste les hypothèses et la droite Xavier Bertrand et la gauche Bernard Cazeneuve? Comment est-ce que le chemin vers la droite ou la gauche n'a pas été tranché ces 49 derniers jours? Non, mais si vous voulez, on a mis 8 semaines pour que le manège fasse une révolution complète. Et on revient exactement au point de départ. Pourquoi? Parce que là, on est tous en train de se poser la question de qui sera Premier ministre. C'est vrai que c'est intéressant, on a besoin d'une personnalité. Mais ce qui manque, là, aujourd'hui, dans la situation politique, c'est pas un Premier ministrable. D'autant qu'on ne cherche pas un homme providentiel, on cherche juste quelqu'un qui va juste être le gestionnaire de l'impuissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majorité claire. Ce qui manque, c'est une majorité à ce pays. Donc, le chef de l'État rencontre pour essayer de faire parler, que les partis parlent entre eux et avoir une majorité qui transcende les clans. Il est d'abord allé voir la gauche. Il a été face à un mur. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une partie de la gauche qui a préféré sacrifier sa culture de gouvernement plutôt que son alliance avec Jean-Luc Mélenchon. N'importe quoi. Si, évidemment. On a un programme de gouvernement. Je vous ai pas interrompu. C'est une gauche qui veut gouverner. On a le Premier ministre, on est prêt à gouverner. Et pourquoi cette gauche a fait ça? Parce que tout simplement, une alliance avec Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus utile pour garder ses sièges dans le cadre d'une nouvelle dissolution dans 8 mois. Donc le chef de l'État s'est tourné vers qui? Vers la droite. Et la droite a dit quoi? Quand bien même elle a voté 80% des textes d'Emmanuel Macron depuis 2022. Elle a dit « Ah non, pas pour nous ». Parce que si on s'acoquine avec le chef de l'État, on va devenir comptable de son bilan. Et ça va remettre en cause, du coup, nos chances hypothétiques. Mais alors pourquoi ça changerait ce matin? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, finalement, la droite ne s'opposerait pas à ce que Xavier Bertrand arrive à Matignon? Et nous sommes face à des conseillers du chef de l'État qui balancent des noms. Vous parliez de Baltrap, c'est tout à fait juste. C'est un tour de manège pour gagner du temps. Parce qu'on parle du sujet Xavier Bertrand. Moi, je veux bien. On dit que c'est le candidat idoine parce qu'il parlerait à une partie de la gauche. Pourquoi? Parce qu'en 2015, une partie
partie de la gauche a voté pour lui dans les Hauts-de-France pour éviter que la région tombe entre les mains de Marine Le Pen. Mais à ce prix-là, la totalité des députés des Républicains aujourd'hui parlent à la gauche. Ils ont tous été élus dans un cas de front républicain. La question qui se pose, et je termine là-dessus, Xavier Bertrand parle-t-il à la droite? Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, il était candidat à une primaire de la droite. Il est arrivé 4e et celle qui est arrivée en tête a fait moins de 5% à la présidentielle. Il avait dit, si j'échoue à cette primaire, je me retire de la vie politique. Un an plus tard, il se disait candidat à la présidentielle. Il est toujours d'ailleurs, sauf s'il est revenu sur ses propos et ça m'a échappé. Comment, dans ces cas-là, Erwan Balanant, on pourrait se retrouver avec un Premier ministre Xavier Bertrand, alors plus ou moins issu du groupe des LR. LR à l'Assemblée, c'est combien de députés 60. Oui, c'est ça, 64. Ouais. 60. Mais ça, c'était... Non, c'était avant. Non, ça, c'était... On est autour de 40, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a, il y a les 20... Voilà, ils sont plus tous ensemble. Mais comment est-ce qu'on pourrait se retrouver avec cette hypothèse-là? Non, mais là, notre conversation, elle est quand même la démonstration de notre incapacité, ce que je disais tout à l'heure, à faire des coalitions. Dans un pays démocratique, occidental, parlementaire, ce qui se passe, c'est effectivement les premiers arrivés en tête, on leur confie les clés. Mais qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font pas comme a fait Madame Castex, de dire c'est le programme, rien que le programme, tout le programme. Ils prennent leur téléphone et ils appellent les chefs de partis des autres partis en disant sur quoi on peut travailler ensemble et pour l'intérêt du pays. Ça n'a jamais été fait. Et en France, on est en train de crier... on est en train de s'étonner qu'il n'y ait pas de gouvernement depuis 49 jours aujourd'hui. 49 jours. 49 jours. Avec une parenthèse entre-temps, il y a les Jeux. Bon. Oui, mais 49 jours quand même. En Allemagne, les coalitions qu'a fait les chanceliers, ça prend ce temps-là, minimum. Oui, mais sauf qu'elles bossent. Mais les coalitions, les partis, ils bossent. Voilà, ils s'appellent. Ils bossent, ils s'appellent, ils se retrouvent et ils négocient. Il y a parfois des tentatives d'appel et puis... Ça ne va pas jusqu'au bout. Donc sortons de cette immaturité et puis disons-nous ensemble sur quoi on peut bosser. Bon. On a quand même un spectre républicain qui va des socialistes. Certains ne sont pas tous perdus. Jusqu'au la droite, certes, ils ne sont pas tous perdus non plus. Et je pense que dans cette configuration, on peut trouver. Après, la personnalité du chef du gouvernement dans ce cas-là, effectivement, ça doit être quelqu'un qui a une capacité de rassembler. Un élément dans tout ça qui peut peut-être aussi troubler, interroger. On va en parler avec Benoît Galeret. Benoît, ce sont ces ministres, certains membres du gouvernement, qui se verraient bien retrouver leur ministère, voire obtenir une promotion, briguer un autre portefeuille. Qui espère tirer les marrons du feu? Je veux des noms. Les noms, j'en ai. Belloubet, Darmanin, Lecornu. Alors, c'est pas moi, hein. C'est le Figaro qui titre ce matin que voilà les ministres qui espèrent rester au gouvernement, ajoutant aussi à cette liste Stéphane Séjourné qui caresserait l'espoir de conserver le Quai d'Orsay. Bah oui, ça fait 2 mois qu'on leur dit de faire leur carton, mais à force d'attendre, d'entendre les promesses d'ouverture dont on parle, des équipes complètement improbables venues de tous les partis, bah pourquoi pas finalement, hein, tout n'est peut-être pas plié pour eux. Le député macroniste Mathieu Lefebvre le justifie ainsi. On a besoin de la meilleure équipe politique possible et il y a des gens de grand talent dans ce gouvernement actuel. Alors c'est mignon, mais peu tout de même ose l'avouer clairement. Il y a Nicole Belloubet quand même qui l'avait fait lors de sa conférence de rentrée mardi dernier, je la cite. Si vous me demandez si j'ai envie de continuer, la réponse... Et oui, c'est vrai, ça fait même pas 7 mois qu'elle est ministre de l'Éducation, elle a failli pas avoir de rentrée. On comprend qu'elle s'accroche aux Marocains, même si là, elle le formule différemment désormais. Ce n'est plus elle qui veut rester, c'est le poste qui exige de la stabilité. Je crois que l'éducation nationale a besoin de continuité, de stabilité. C'est une institution du temps long, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne supporte pas les évolutions, mais c'est vrai que l'éducation nationale a besoin de stabilité, a besoin de temps long et a besoin d'une implication forte. Moi ou un autre ou une autre. Moi ou un autre, mais la stabilité, c'est quand même plutôt moi. Autre stratégie chez Gérald Darmanin, qui lui laissait entendre qu'il plierait bagage après les JO pour s'occuper de son territoire, avait-il promis le 25 juin en pleine campagne législative. Et puis une fois réélu député, mi-août, le Parisien constatait que le ministre de l'Intérieur ne semblait plus rien s'interdire. Je cite, pas même l'idée de rester finalement au gouvernement. Mieux, apprend-on aujourd'hui, il viserait même Bercy, selon le Figaro, le ministère de l'économie, histoire de prendre une envergure toute présidentielle. Alors d'autres le donnent même au Quai d'Orsay, ça va pas être simple, hein, car là encore, le fauteuil n'est pas vide. C'est l'actuel ministre Stéphane Séjourné, proche du président, qui lui aussi se verrait bien rester. Et l'idée ne semble plus délirante, puisqu'on voit bien que le président veut conserver la main des proches au poste régalien, que sont l'intérieur, les affaires étrangères et pourquoi pas les armées, avec Sébastien Lecornu, lui aussi voudrait sauver sa place, tout comme Éric Dupond-Moretti à la justice. Alors pour l'ancien avocat, c'est son profil
profil société civile, sans parti politique, qui pourrait lui permettre de rester quelle que soit la nouvelle mixture gouvernementale. On a même vu Ségolène Royal le citer dans un éventuel gouvernement. Personne lui a demandé de former, mais Dupond-Moretti en était preuve qu'il pourrait intégrer différentes coalitions. Pour finir, il y en a quand même qui s'agacent de ces moules qui s'accrochent à leur rocher à gauche, mais jusqu'en Macronie. On a entendu Agnès Pannier-Runacher, par exemple, prévenir noir sur blanc que le vote des Français implique un changement de casting gouvernemental. Ni le Premier ministre, ni les ministres beaucoup de ministres ne peuvent être issus de nos rangs. Voilà ce qu'elle dit. Ça vous fait rire, Laurent Neumann? Oui, parce que je me mets à la place des gens qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se souviennent qu'on leur a demandé en urgence de venir voter il y a 2 mois, qui ont voté, qui ont donc envoyé une fin de non-recevoir à l'actuelle majorité, qui a été battue. Et donc, ils se retrouveraient après 50 jours d'attente avec des ministres qui étaient dans le précédent gouvernement. Daniel Simonet, quand vous les voyez, ceux qui cherchent à s'accrocher. Non, mais tout ça est honteux. Exactement. Les gens, on leur dit allez voter. Ils expriment par le vote qu'ils veulent absolument que ça change, qu'ils veulent une autre politique. Et ils ont vraiment sanctionné la politique de 7 ans d'Emmanuel Macron. Et finalement, ils entendent que pour Emmanuel Macron, il faut surtout que rien ne change. Il faut trouver un Premier ministre qui soit compatible à la même politique et tous les ministres qui sont prêts à continuer. Et pendant ce temps-là, je vais vous dire, il y a une chose dont on parle peu. C'est le gouvernement soi-disant démissionnaire. Ce gouvernement démissionnaire qui gérerait seulement les affaires courantes. On se rend bien compte qu'il va bien au-delà des simples affaires courantes, qu'il est à la manette. Vous pensez à quoi ? Plein de choses. D'abord, il y a des décisions qui ont été prises dans plusieurs secteurs. Vous prenez, quand sur la PJJ, par exemple, qui s'est mobilisée, qui était en grève, dans la protection judiciaire de la jeunesse, dans plein de territoires, se retrouve avec 1,6 million d'euros en moins et à devoir supprimer 500 postes de vacataires, ça a des conséquences extrêmement graves. C'est plein de jeunes qui ne vont pas avoir de suivi éducatif. C'est des précisions qui ont été prises cet été. Cet été, vous avez d'autres décisions, type des décrets, soi-disant pour améliorer les conditions de la rentrée des vengeances et des récoltes, où on carrément modifie le code du travail et on permet de travailler 13 jours d'affilée sans congé. C'est des conséquences de casse sociale terribles. C'est aussi des conditions détériorées de la rentrée, où on voit des classes qui sont supprimées parce qu'il n'y a pas eu de mesures prises. C'est les hôpitaux cet été où vous avez eu, dans nombre de villes, des urgences qui ont fermé le week-end et la semaine, le week-end et la soirée, pardon, parce que le décret pour permettre aux 1000 médecins diplômés de l'étranger de pouvoir occuper un poste avec reconnaissance des diplômes n'a pas été pris. Il n'a pas été pris. Et sur le budget, excusez-moi, là, Bruno Le Maire annonce non pas 10 milliards de coupes d'austérité, mais 16 milliards. Non, il dit que c'est ce qu'il faudrait faire. Il n'a pas le pouvoir de les faire aujourd'hui. Le 7 septembre, la mobilisation, la première mobilisation pour dire qu'il faut exiger non seulement l'arrêt de ce déni démocratique. Je suis obligé de vous arrêter. Est-ce que vous pourriez arrêter de vous moquer des Français ? Parce que moi, je ne me moque pas du tout des Français. Les gens dont vous dénoncez la politique, qui sont là grâce à qui ? Grâce à vous ? Donc arrêtez un petit peu de faire semblant de vous opposer parce que vous avez fait alliance avec eux, parce que vous avez vous-même voté pour Emmanuel Macron en 2017, en 2022, et parce que vous avez menti aux Français. Vous avez fait quoi sur les retraites qu'il y avait on n'arrivera pas à faire travailler tout le monde aujourd'hui. S'il vous plaît, on poursuit cette discussion dans un instant. CQFD. On poursuit cette discussion dans un instant. Vous restez avec nous. Je vous rappelle cette information.